Ok, on est parti pour un exercice sur le chapitre interférences d'ondes. Donc là, ça va traiter des interférences d'ondes lumineuses. C'est un exercice type interro. Tu pourrais très bien trouver cet exercice dans une interro. Il y a des questions de cours, il y a un peu de calcul, il y a des choses classiques. Voilà, rien de sorcier là-dedans. On va le faire point par point. Je te conseille de le faire par toi-même avant toute chose. Après, tu te corriges avec ma correction, avec ma vidéo. Ok? On y va? Avant de démarrer, évidemment, petit rappel, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, tu as un petit bouton qui s'affiche ici, tac, par là, en bas à droite de l'écran. Tu peux cliquer et t'abonner et participer à diffuser mon travail, faire connaître mon travail. Et ça, c'est super important pour moi. Et aussi, tu pourras voir toutes les notifications de toutes les vidéos que je sors régulièrement. Et ça aussi, c'est super important, mais pour toi cette fois-ci. Parce que je sors beaucoup de vidéos, il y en a tout le temps. Et aussi des vidéos de motivation, pas que des vidéos de cours. Donc voilà. Ceci étant dit, on démarre l'exercice. Alors fais une première lecture par toi-même et puis après, on fait la correction. Let's go. On a un faisceau laser de longueur d'onde 633 nanomètres, donc ça c'est du rouge à peu près, qui est braqué vers un dispositif de fente Young verticale. On a le schéma ici qui correspond. Donc le laser, les fentes Young verticales, qui sont distantes de B égale 0,10 mm, donc on a la distance B. On nous dit la figure d'interférence observée sur un écran situé à 1 mètre du dispositif, on a l'écran. Sur l'écran, on a le point O. Le point O, c'est le point où le faisceau laser frapperait l'écran si on retirait les fentes. Ok, donc si j'enlevais les fentes, le faisceau laser il taperait au niveau du point O. Ça veut dire que le point O, en fait, il est en face du laser. On va voir après ce que ça veut dire par rapport... bon, on verra après. On définit sur l'écran l'axe horizontal OX d'origine O. Sur cet axe, on repère la position d'un point M par son abscisse X. Ça veut dire que quand tu considères un point M de l'axe, mettons le point que je te montre ici, il a pour abscisse petit x. Et on nous explique que la différence de chemin optique entre les ondes issues des deux fentes, en ce point M, en fait, parce qu'ils ne le disent pas, mais c'est en ce point M là, la différence de chemin optique c'est BX sur D. C'est bon? Alors ce que je te propose c'est de faire un schéma, le schéma que tu vois habituellement dans les exos. Donc une vue de dessus finalement du petit schéma qu'on a juste à gauche là. On va faire une vue de dessus. Voilà, donc là j'ai l'axe central, là j'ai l'axe OX, ici j'ai le laser. Ok. Et puis, ouais, je vais repérer aussi la distance D. Voilà, donc en fait, ce que je suis en train de te représenter, c'est le même schéma que ce que j'ai à gauche, mais vu de dessus, pour te remettre dans quelque chose que tu connais en fait. Donc on a le point O ici, et puis on parle d'un point M quelconque ici, qui a pour abscisse petit x. Ok? Voilà. Là, j'ai les deux sources, S1, S2. Tu vois, le rayon qui vient de S1 et qui arrive en M, il parcourt une distance S1M. Le rayon qui part de S2, l'onde qui part de S2 et qui arrive en M, parcourt une distance S2M. Et on nous dit que la différence de chemin optique entre ces deux ondes qui parcourent ces deux distances, quand elles arrivent en M, c'est B fois X sur D. X étant l'abscisse de M. C'est bon? Je pense qu'on a tout dit. Donc, pour quelle valeur de la différence de chemin optique observera-t-on des interférences constructives sur l'écran? Question de cours, question simple. Petit 1, interférence constructive. Je ne fais pas des phrases complètes, je te mets juste les idées principales. Si et seulement si, ou à condition que, ou équivaut à avoir une différence de marche égale à un multiple de la longueur d'onde. C'est ça que veut dire la relation delta égale k fois lambda. Ça veut dire que la différence de marche, ou la différence de chemin optique, est un multiple de la longueur d'onde. Okay, on peut préciser à côté entre parenthèses que k est un nombre entier relatif. Donc écris-le ça, delta multiple de la longueur d'onde, parce que c'est comme ça qu'il faut traduire cette égalité vectorielle, entre les paramètres. Il faut la traduire en disant que delta est un multiple de la longueur d'onde. J'ai répété suffisamment de fois pour te dire que c'est vraiment important. Donc là, c'est la condition pour avoir des interférences constructives. On pourrait donner quelques exemples si on voulait. Si delta égale 0, parce que k, si avec k égale 0, ça fait 0 fois lambda, donc ça fait 0. Je te redis ici que k est égal à n'importe quel entier relatif. D'accord? 0 en fait partie. K égale lambda, tout court. Delta pardon, égale lambda. Delta égale 2 lambda, si k égale 2. Delta égale 3 lambda, etc. Tu m'as compris. On a plein de possibilités, ok? Ça, c'était pour la 1. Question 2. Quelle est la différence de chemin optique au point O? Qu'en déduit-on pour l'intensité lumineuse
observé en ce point. Donc je reprends mon schéma, et pour te dire ce que j'ai essayé de t'expliquer tout à l'heure, c'est que le point O, vu qu'il est sur l'axe central, il est donc équidistant de S1 et S2, parce que S1 et S2 sont symétriques par rapport à l'axe, tu vois. Bon, on va juste répondre ça. Comme O est équidistant, ça veut dire que la différence entre S1O et S2O est nulle, donc delta égale 0. Allez, on va rédiger tout ça. Donc question 2, O est équidistant de S1 et S2. Donc S1O égale S2O. Donc S1O, là je te fais toute la démo, moins S2O égale 0. Et S1O moins S2O, c'est la différence de chemin optique, c'est delta. Delta égale 0. Donc ça c'est de la forme. Delta égale 0, bah, ça respecte la forme delta égale k fois lambda avec k égale 0. Donc, interférence constructive. Ok? Interférence constructive, qu'est-ce que ça veut dire? Par quoi tu peux le traduire? Je te donne aussi un petit peu de vocabulaire technique. C'est toujours important d'avoir du vocabulaire technique et aussi ça t'aidera sur d'autres exercices pour manipuler des notions et puis savoir bien rédiger, bien t'exprimer. Interférence constructive, ça veut dire maximum d'intensité lumineuse, maximum d'intensité lumineuse, donc bah, frange brillante. Voilà. On ne demandait pas d'aller aussi loin, hein. Bon, je ne vais pas non plus super loin, mais si on se contentait de dire interférence constructive sur cette question 2, c'est bon. Après, je t'en mets un peu plus pour que tu aies du vocabulaire. En fait, c'est important d'avoir du vocabulaire, de bien s'exprimer, et donc comme ça te donnera des pistes pour d'autres exercices. Ok. Question 3. Déterminer les abscisses X pour lesquelles on observe des maxima de lumière. Tu vois, il nous reparle encore de maximum d'intensité, maxima de lumière. Donc, quelles sont toutes les abscisses pour lesquelles on observera des maxima de lumière? Question 3. Question 3, hop. Pour tous les points. Enfin, attends, comment je vais répondre à la question? Laisse-moi 2 secondes pour. Ouais, je vais dire ça comme ça. Maxima de lumière. Ça correspond, c'est équivalent à dire qu'on a des interférences constructives. Interférences constructives. Ok? Si j'ai des interférences constructives, qu'est-ce que ça me permet de dire? Ça me permet de dire que la différence de chemin optique en un point M pour lequel j'ai des interférences constructives, la différence de chemin optique est un multiple de la longueur d'onde. Or, tiens, je vais préciser en un point M d'abscisse X. Voilà, j'ai un maxima d'intensité lumineuse ou j'ai un maxima de lumière en un point M d'abscisse X, ça équivaut à dire que j'ai des interférences constructives en ce point M. Ce qui équivaut à dire que la différence de chemin optique parcouru pour arriver à ce point M, c'est k fois lambda. Or, la différence de chemin optique correspondant à ce point M, c'est B fois X sur D. On avait dit ça, ils avaient dit ça ici. B fois X sur D. C'est bon? Bien. Bah, je vais isoler X tout simplement. Avant d'isoler X, je vais mettre en rapport les deux relations puisque la différence de chemin optique s'exprime de deux façons différentes. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement écrire que B fois X sur D égale K fois lambda. C'est-à-dire que X égale D fois K fois lambda sur B. Avec K, n'importe quel entier relatif. Ok? C'est pour ça qu'en fait, cette égalité, elle correspond à une infinité de possibilités sur l'axe. Ça, c'est toutes les abscisses des points de l'axe présentant des interférences ou des franges brillantes. Présentant des franges. Franges brillantes, j'écris FB. Ok? Toutes les abscisses des points de l'axe qui présentent des franges brillantes vérifient cette relation que je t'ai encadrée ici. C'est bon? Avec K, n'importe quel entier relatif, D, lambda et B. Ça, c'est un B en bas, même si c'est un petit peu mal fait. Voilà, D, lambda et B sont les paramètres de l'expérience. Ok? Question 4.
définir et calculer l'interfrange. Alors pour la question 4, pour calculer l'interfrange, je vais refaire un schéma. Pour définir l'interfrange, bah, je vais juste, redonner la définition du cours. L'interfrange, c'est la distance séparant deux franges. Alors, frange brillante, je vais écrire FB, mais il faudrait que j'écrive frange brillante, ok. Deux franges brillantes consécutives, ou deux franges sombres consécutives. Bon, maintenant pour la calculer, calculons I. Calculons. Pour calculer l'interfrange, regarde ce qu'on va faire. On va reprendre l'axe. Je prends juste l'axe pour illustrer ce que je vais t'expliquer. Avec le point O ici, tu sais, c'est le schéma du début. Je vais prendre un point M, là, d'abscisse X. Abscisse X qui correspond à l'entier naturel K. D'accord? Je vais prendre un point M1, pardon. Et puis je vais prendre le point. Donc au point M1, j'ai une frange. J'ai une frange brillante. Et puis je vais prendre le point consécutif, la frange brillante consécutive à celle en M1, qui sera située en M2. Donc c'est la frange brillante tout de suite après celle qui est présente en M1. Ok? Donc c'est celle qui est consécutive. Du coup, M2, ça correspond, donc X1 là, ça correspond à X2. Et X2, en fait, c'est l'abscisse que j'obtiendrai pour l'entier K plus 1. Puisque je considère la frange brillante consécutive à celle-ci, puisque cette frange brillante, elle correspond, je vais y arriver, à l'entier naturel K ou à l'entier relatif K, la frange brillante consécutive, elle correspond à l'entier relatif K plus 1. Je te rappelle que dans ma formule, très important, en fait, dans ma formule qui me donne les abscisses des points où j'ai des franges brillantes, je te rappelle que j'ai K qui intervient. Ça fait D fois K fois lambda sur B. Ok? Donc, pour le point M1, j'applique cette formule avec K, n'importe quel entier. Je n'ai pas fixé sa valeur. Par contre, le point M2, son abscisse, elle correspond à l'entier K plus 1. Vu que je considère la frange brillante, je me répète, mais c'est pour que tu comprennes vraiment bien, vu que je considère la frange brillante d'après, je prends l'entier naturel d'après. Celui qui est tout de suite consécutif, c'est la frange brillante consécutive, donc je prends l'entier naturel consécutif à K, c'est K plus 1, c'est bon? Je pense que j'ai suffisamment expliqué le truc, donc a priori, ça va aller. La distance que tu vas avoir ici, la distance que tu vas avoir entre O et M2, cette distance-là, ça correspond à l'abscisse X2. La distance que tu vas avoir entre O et M1, elle correspond à l'abscisse X1. Et la distance que tu auras entre les deux franges brillantes consécutives, ça correspond à petit i. Regarde, juste avec ça, tu l'as tout de suite sous tes yeux. La façon dont tu vas pouvoir trouver petit i égale la grande longueur x2 moins la petite longueur x1. Voilà. I, c'est juste cette différence-là. Donc c'est x2 moins x1. C'est tout. Alors x2, on s'en tient pas là bien sûr. x2 c'est quoi x2? Bah, x2 c'est d fois, et je t'ai dit, le point M2 il correspond à la frange brillante à laquelle on associe l'entier K plus 1. Donc d fois K plus 1 fois lambda sur B, moins, et x1 il correspond à l'entier naturel K, donc d fois K fois lambda sur B. Ok, bah, tu as juste deux fractions qui sont déjà au même dénominateur, c'est facile. Donc tu les écris de façon à simplifier tout ce qui va être simplifiable. Là, tu as d fois lambda fois K, plus d fois lambda fois 1, donc plus d lambda. Et après, moins d fois k fois lambda. Moins d lambda k. Bon, bah d lambda k, au revoir. Et il me reste d fois lambda sur b. Et voilà, tu as la formule de l'interfrange. I égale d fois lambda sur b. Ok? On peut même préciser les unités si on veut. Ici, on se mettra en mètres, en mètres, en mètres. Et tu obtiendras une interfrange en mètres. Et ben voilà, on va la calculer. Alors, D c'est 1 mètre,
633 nanomètres pour lambda et 0,10 mm pour B. Donc tu mets tout dans la même unité, hein, tu mets tout en mètres. Donc 0,10, 633 et 1. Allez, c'est parti. Hop, c'est parti, application numérique. Donc I égale 1,00 fois 633 10 moins 9 sur, et B on a dit 0,10 10 moins 3 du coup, pour passer ça en mètres. Calculatrice, donc c'est parti, tac, tac. Alors 633 10 moins 9, divisé par 0,10 10 moins 3. Ok, ça fait 6,33 10 moins 3, donc je garde deux chiffres significatifs, parce que j'en ai deux là en fait pour la valeur de B. Donc ça fait I environ égal à 6,3 fois 10 moins 3 mètres, donc 6,3 mm. Voilà, si je veux parler en millimètres, 6,3 mm, c'est bon? Pas d'erreur. Fais gaffe aux conversions. Ok, nano, 10-9, micro, 10-6, ok, faut pas te tromper là-dessus. Puis milli, 10-3, évidemment. Bien, bah, il reste juste une question, question 5. Qu'observe-t-on en un point d'abscisse 25,3 mm et 34,8 mm? Alors moi, ce que je te propose de faire, c'est de recalculer la valeur de delta pour ces deux valeurs de x, et après de faire le rapport delta sur lambda, voir si on trouve un entier ou un nombre de la forme 1,5, 2,5, etc. Ça, c'est la technique classique. J'ai presque envie de faire ça sur une autre page. Bon, 25,3 et 34,8. Ok. 25,3 et 34,8. Question 5. Ok. Alors, on avait dit que delta, c'était égal à B fois X sur D. Tu te souviens? Donc, en X égale 25,3 mm, je vais appeler ça X1, lui je vais appeler X2. Donc delta 1, ça fait B, alors 0,10, je mets ça en mètres, 10 moins 3, multiplié par X1, donc 25,3, 10 moins 3, divisé par D, 1,00. Ça me fait quoi ça? Ça fait 0,1, 10 moins 3 fois 25,3, 10 moins 3, divisé par 1. Ça fait 200. Alors, ça m'embête. Est-ce que je dois... Attends, je vérifie juste un truc. Ouais. Et si je mets 2,5, 2,5, 10 moins 6, divisé par 633, 10 moins 9. Ouais, je vais garder 2,53 en fait. Je vais pas prendre deux chiffres significatifs, je vais en prendre 3. Parce que normalement, je ne devrais pas faire de calcul intermédiaire. En fait, le delta, il serait égal à 2,53 10 moins 6 mètres. Et du coup, quand je fais le rapport de delta sur lambda, ça fait 2,53 10 moins 6 sur 633 10 puissance moins 9. Et ça, c'est environ égal à 3,9968. Tu vois, donc ça, en fait, on va l'arrondir à 4. Et comme tu trouves un nombre entier, ok, ça c'est un entier, ça appartient aux entiers, tu peux donc dire que delta 1 c'est k fois lambda, donc tu es avec des interférences constructives. Interférence constructive, frange brillante, en ce point. Au point d'abscisse x1 égale 25,3 mm. D'accord? Maintenant, on va faire pareil avec x2, 34,8. Je suis obligé de changer de page. x2 égale 34,8. Qu'est-ce que ça va changer? Alors, si tu veux, on va directement faire delta 2 sur lambda. Comme ça, on n'aura pas d'histoire d'arrondi. Delta 2, du coup, ça fait b fois x2 sur d, le tout sur lambda.
Donc ça fait b fois x2 sur d fois lambda. Alors je remplace. B, on a dit que c'était 0,10 10-3. X2, 34,8 10-3. D, c'est 1,00. Et lambda, 633 10-9. Allez, on fait le calcul. Alors, 0,1 10-3 fois 34,8 10-3 divisé par 633 10-9. Voilà, là tu tombes sur 5,5. Environ égal à 5,5. Donc delta 2 sur lambda. C'est-à-dire que delta 2 c'est 5,5 lambda. C'est-à-dire que c'est 5 plus 1 demi fois lambda. Donc ça correspond à des interférences destructives. On n'en avait pas du tout parlé depuis le début de l'exercice. Donc c'est bien qu'il y ait une petite question dessus. De la forme k plus 1 demi fois lambda. Donc interférence destructive franche sombre. Voilà. Et ça conclut l'exercice. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager autour de toi ou à commenter sous la vidéo, ça fera plaisir. Si tu as du mal un peu sur le chapitre des interférences, j'ai une vidéo synthèse de cours sur ce chapitre-là. J'ai une fiche synthèse aussi qui est faite. Tout ça, c'est sur mon site internet, lien en descriptif. En tout cas, tout ce que je t'ai raconté dans cet exo, c'est vraiment l'application du cours. Donc, il faut que tu maîtrises ton cours, c'est vraiment très important. Sans maîtrise du cours, on ne peut pas faire grand-chose. Mais après, avec la maîtrise du cours, tout ça, c'est des questions qu'on peut traiter assez facilement. Ok? Donc voilà, si ça t'a plu, bah, tant mieux. Et moi, je te donne rendez-vous pour d'autres vidéos d'exercices, d'entraînement, etc. pour prendre toujours des notes encore meilleures et aller au top niveau. Ok? Allez, ciao, prends soin de toi.